Le Tchad peut nourrir toute l'Afrique et l'Afrique le monde entier. C'est pas au moment où vous êtes à la retraite qu'il faut essayer de penser à la retraite. Il faut penser au moment où vous êtes en activité. Les jeunes, je pense que rien n'est facile. Si on a abandonné le bureau et on est retourné vers la terre, c'est juste pour trouver quelque chose à manger. Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad regorge d'énormes potentialités économiques. Sa population se nourrit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, aussi de la pêche. Au nord, le désert, Sahara, le centre, zone sahélienne, le sud, la forêt tropicale. On trouve ça et là des ressources minières dans l'ensemble du pays, dont le pétrole. Le lac Tchad, d'une grande superficie, est une ressource halieutique tchadienne. Les pôles d'air sont extrêmement fertiles et favorisent des activités maraîchères, vivrières et fruitières qui sont d'un succès énorme. C'est ainsi qu'un trio de pionniers jardiniers, le général Moscou, le général Galman et le banquier Chemi trouveront un Eldorado d'une retraite apaisée dans l'agriculture opérée dans ces pôles d'air du lac, principalement dans ses embouchures dans la région de Ajar-Lamis. Ces pionniers opéreront chacun selon ses moyens dans les productions des plantes fruitières, des cultures maraîchères et vivrières. C'est une passion plutôt. J'ai toujours aimé la verdure, j'ai toujours aimé faire quelque chose. La terre, c'est comme la maman, elle nous donne tout. Donc j'ai le sentiment de créer du vivant. Moi je suis des parents agriculteurs et non seulement des parents agriculteurs, mais j'ai vu surtout dans les villages, partout dans les montes, dans les régions que je vivais. Et les gens les plus aisés, ce sont les agriculteurs. Et les gens avec l'âge avancé, et ils ne font que rester dans leurs champs avec leur famille et vivre paisiblement dans l'agriculture. Ces hommes d'esprit ouvert vont anticiper sur le PND 2025 du Tchad 20 ans plus tôt, en sachant que seule l'agriculture peut permettre une économie durable et donner une retraite apaisée et digne à un Tchadien. La retraite se prépare. C'est pas au moment où vous êtes à la retraite qu'il faut essayer de penser à la retraite. Il faut penser au moment où vous êtes en activité. Dès le début, la première des choses, il faut apprendre à épargner, ce qui n'est pas très courant au Tchad. Soit il n'y a pas les moyens, soit on n'y pense pas. On n'épargne pas, on consomme tout. Deuxièmement, moi j'ai commencé il y a 20 ans à préparer ma retraite. Il y a 20 ans. Donc quand j'étais en activité, je viens d'être en retraite il y a 1 an, mais depuis 20 ans, je ne fais que ça. Parce que je sais très bien que si on ne meurt pas, entre-temps, on va être à la retraite et quand vous serez à la retraite, vous n'avez ni beaucoup d'amis, ni beaucoup de force, ni beaucoup de moyens. On s'est dit pourquoi pas se donner à la tête, vouloir rester tout le temps comme ça sans rien faire. Donc c'est ça qui nous a un peu poussé à venir vers la terre. Il y a plusieurs années, et au lieu de rester des après-midi et les jours fériés, au lieu de rester à s'aventurer à la maison, je me suis intéressé dans l'agriculture. Je venais de temps en temps faire un peu l'agriculture. C'est ainsi que pendant plusieurs années, j'ai pu réussir à développer, à faire quelque chose. Et de là, je me suis plus intéressé à continuer davantage. Paul d'enfance, nomade d'origine, financier de formation et cadre banquier, ayant vécu plusieurs années en Europe, principalement en France, affirme aujourd'hui que rien ne vaut plus que l'agriculture et même pas l'or au Tchad. J'ai toujours cru à la terre, personnellement. J'ai toujours cru à la terre. J'aurais souhaité que les jeunes qui travaillent dans la terre, ça va leur rapporter beaucoup. Des centaines de villageois utilisés comme des saisonniers ainsi que des coopératives villageoises avec qui ils sont en partenariat gagnant-gagnant, nous sentons ici un Tchad uni qui avance et dont ses fils se partagent les idées et les revenus de leur investissement. Drainant derrière eux une cohorte de dizaines de jeunes réunis en groupement, le général Alati Gama
sera l'un des trios pionniers dans ce métier de jardin avec des manguiers qui produisent régulièrement aujourd'hui 2 fois la saison. Pour lui, le transfert des compétences aux jeunes est important. L'idée arrivée chez le papa, c'est quand il était en retraite en 2007 qu'il a décidé de venir s'investir. C'est comme ça que le papa a dit je vais retourner à la terre. Il est revenu et nous avons été ses employés, on était les membres de son groupement. Donc au fur et à mesure, on a aimé la terre par la grâce du papa. Compte tenu de son déplacement carrément au village, donc nous on a préféré continuer ce qu'il a commencé. Et maintenant lui, il a créé notre groupement, il est actuellement vers Fada. 20 ans après, les résultats sont palpables. Le chemin parcouru est long, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Plusieurs familles sont nourries. Des commerçants et chauffeurs de taxi y trouvent leur compte. Des femmes qui arrivent à nourrir décemment leurs enfants. Des jeunes aux alentours qui peuvent s'occuper dignement de leur petite famille. Bref, toutes les populations des villages environnants trouvent véritablement leur source de revenus familial. Et c'est là que les propriétaires trouvent la joie de porter secours aux pauvres. La collaboration avec la population locale, c'est que généralement, ils interviennent dans les cueillettes, particulièrement les cueillettes de mangue, le ramassage des tomates, le ramassage des oignons, le repiquage. Tout ça, on le fait avec la main-d'œuvre locale. On a plusieurs coopératives, chacun a sa petite coopérative à elle. On assure pratiquement tout de bout en bout. Depuis l'emblayage du terrain, depuis la production, jusqu'à les transports, jusqu'à Yamena, jusqu'à la vente, c'est nous qui le faisons. Bon, à la vente, on a des intermédiaires au niveau du marché. Et on les ramène, on les livre en gros, et c'est eux qui vendent et puis vous donnent les produits. 300 hectares contenant environ 5000 pieds de manguier, produisant plus de 150 tonnes la saison à la cueillette, et d'autres cultures fruitières comme des oliviers, vignes en expérimentation. Des productions de cultures maraîchères, notamment de plusieurs tonnes de tomates, oseille, gombo, et aussi des cultures vivrières comme le maïs, le riz, le sorgho, le berbéré, le blé et j'en passe. Les difficultés pour parvenir à de tels résultats sont énormes. Des années d'investissement constant et des installations techniques d'arrosage coûteuses nécessitant de maintenance continue et de carburant. À cela, il faut ajouter le manque d'industrie de conservation. Nous sommes en train de produire, nous sommes des grands producteurs. Et vous savez, dans mon champ, tous les 2 jours, par semaine, au moins 4 ou 5 tonnes de tomates qui s'acheminent vers N'Djamena. Alors, comme le marché n'est pas, des fois le marché est florissant, des fois il y a des méventes, et effectivement, non seulement je ne suis pas le seul plaignant, mais c'est presque tous les paysans sont plaignants, puisqu'il n'y a pas une manière de conserver ces tomates, et il n'y a pas un marché quand même florissant qui peut consommer tout ce produit, puisque maintenant, aujourd'hui, avec les 16 mesures, tout ça, les gens n'arrivent même pas à manger à leur faim. Donc, nos produits ne sont pas vendus normalement. Donc, nous avons une multitude de problèmes. Donc, il nous faut des usines de transformation dans la zone. Et nous produisons et des arbres, des manguiers, et des citronniers, et on a tout. Mais ce sont les usines qui nous manquent pour la transformation. Alors, je demande soit à des partenaires, soit à des gens des donateurs de bonne volonté, à nous aider à évoluer, à travailler davantage. Tout est cher. D'abord, le gasoil, c'est le premier élément, le plus cher. Dans cette zone-là que vous voyez, nous avons à peu près 90 litres par semaine. Multipliez-le par l'année, dans l'année, vous allez voir ce que ça donne. À Dalam, c'est pareil, de l'autre côté, on a à peu près 90 litres par semaine. Donc ça coûte cher sans tenir compte du fait qu'on fasse les trajets aller-retour. Le transport, on le fait aussi, on paye les transporteurs. Donc ce qui fait que c'est assez cher. Deuxième élément, c'est que nous n'avons pas d'encadreur, on fait un peu de manière empirique. Donc on n'a pas d'encadreur et on a aussi des attaques, beaucoup d'attaques, des maladies de plantes, des maladies
des maladies des différentes productions. Et ces maladies, on n'a pas de produits. Et ces produits, on les achète au Nigeria. Parce qu'en face ici, que vous voyez ici, c'est Blancois, c'est une ville du Cameroun. Maintenant, il faut remarquer aussi que la plupart des Tchadiens se sont mis à travailler la terre. Donc c'est déjà une bonne chose. Et tout ce monde attend à ce qu'on l'appuie, on l'oriente. Ce qui est important, ce n'est pas l'appui financier, mais surtout l'appui technique de ces cultivateurs-là. Ce qui va leur permettre de produire plus et d'éviter certaines erreurs. Donc l'agriculture aussi a ses propres techniques qui sont là. Souvent, tu peux utiliser la terre pour produire certains produits, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas cohérente avec ce que tu veux faire. Le problème, c'est qu'au départ, ce n'est pas facile. Il faut absolument que l'État intervienne pour les aider un petit peu à démarrer, particulièrement. L'arrangement des terrains, les canalisations, les mises en place, une subvention pour les engrais, ça pourrait aider les jeunes à aller dans la terre. Mais si vous demandez aux jeunes d'aller à la terre comme ça, tout de coup, je ne crois pas qu'ils puissent le faire parce que ça demande beaucoup de moyens. Aux jeunes d'aujourd'hui, à travailler, à s'intéresser, à s'éduquer. La richesse, c'est l'éducation. On peut s'enrichir, on peut avoir des milliards. Peut-être un petit accident, avec un petit accident, vous allez perdre. Mais votre mentalité, vous pouvez en conserver. Donc, les savoir-faire. Il faut voir l'exemple de quelques pays maintenant. Je crois que cette manière de s'enrichir illégalement, je crois que ça ne peut pas nous amener très loin. L'avenir du Tchad, le Tchad est un pays. Je causais avec des Allemands, des amis allemands. Ils me disaient, M. Barkaï, vous êtes à 6 millions, de façon que ce pays va se développer, vous serez à 60 millions. C'est tout le monde qui va déverser ici au Tchad pour faire des affaires. Vous verrez les Saoudiens venir ici faire des affaires. Effectivement, le Tchad est vachement riche. La terre, nous avons la meilleure terre du monde. Et ces mêmes blancs disent que nous, vous les Tchadiens, vous pouvez nourrir toute l'Afrique. Le Tchad peut nourrir toute l'Afrique et l'Afrique le monde entier. Alors qu'est-ce qu'on attend pour développer notre pays? Combien de jeunes comme cette cohorte ont compris la leçon? Attendons que plein d'autres jeunes Tchadiens emboîtent les pas, surtout que la politique tchadienne fait de l'agriculture son cheval de bataille. Le chef de l'État de la République du Tchad attirera l'attention de son peuple en les exhortant à retourner à la terre. Les jardins deviennent aujourd'hui des activités agricoles de grande taille qui méritent une vulgarisation et promotion à grande échelle. Le concept jardin commence par faire son bonhomme de chemin chez certains fonctionnaires et cadres tchadiens et surtout des riverains qui y trouvent leur source de revenus depuis des années. Leurs rêves restent et demeurent grands pour permettre d'aller plus loin dans le développement durable. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, avançons vers l'autosuffisance alimentaire.